Bonjour et bienvenue sur ce cours C# pour la 7e vidéo pour le langage de Microsoft. Nous retrouvons aujourd'hui pour la suite des aventures. On avait vu dernièrement les conditions, les structures conditionnelles, il y avait toute une partie, c'était une vidéo assez longue aussi, beaucoup de choses à voir. Surtout si le C# ici est le premier langage que vous étudiez, forcément ce sera un peu plus long pour vous peut-être, sauf si vous avez plus de facilité, pour assimiler les différentes notions, mais pas d'inquiétude, encore une fois, vous avez tout votre temps, il n'y a pas de problème, et voilà, avancez tranquillement, progressivement, pour que les choses soient pas trop compliquées, et que ce soit plus simple, d'accord, à appréhender chaque nouveauté en fait qui sera vue au cours de la formation. Pour cette séance, nous allons parler des boucles, ça rejoint aussi pour le coup les structures conditionnelles, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les langages de programmation également. En gros, les boucles permettent, le plus simplement du monde, de répéter un certain nombre d'instructions un certain nombre de fois, tant qu'une expression n'a pas été validée. Alors des fois on a même dans certains langages des boucles inversées. En gros, c'est tu fais quelque chose tant qu'une expression n'est pas fausse, tant qu'elle ne retourne pas false. Voilà. Généralement c'est plutôt l'inverse. C'est tant que l'expression qu'on veut valider est vraie, d'accord, qu'elle est validée. Nous avons pour cela principalement 4 syntaxes, d'accord, 4 possibilités que je vais vous présenter dans cette vidéo pour les boucles. On va voir la plus simple, on verra d'ailleurs quelques mots-clés, notamment le mot-clé break, qu'on a déjà vu précédemment sur les conditions, pour quitter notamment, sortir d'une structure switch, qu'on avait vu par rapport aux conditions, pour traiter plusieurs cas. Et on verra ensuite des boucles un peu particulières, notamment le dernier cas, on reverra quand on abordera notamment des structures et que ce sera bien plus pratique de voir comment ça fonctionne et surtout à quoi ça sert. Vous verrez qu'il y a un cas un peu particulier, mais je vous le présenterai quand même puisque c'est le sujet de la vidéo. Le premier cas, on va prendre le plus simple. Si on voulait par exemple répéter les informations, alors là au niveau du peu que vous connaissez, parce qu'encore une fois je pars du principe que c'est le premier langage de programmation que vous connaissez, vous n'avez jamais programmé de votre vie avant, donc tout est nouveau, vous pourriez, alors il n'y aura pas grand chose à vous montrer, mais par exemple si je voulais m'amuser à répéter un texte, un certain nombre de fois, vous savez afficher du texte, c'est-à-dire qu'au niveau où vous en êtes, par exemple si je veux afficher OK, je vais faire ce genre de choses. Si maintenant comme exercice je vous dis, toujours en partant du principe que vous en êtes là où vous en êtes au niveau de la programmation, de répéter cette instruction, donc l'affichage de OK, je sais pas moi, 5 fois, la seule chose que vous êtes capable de faire par rapport à ce que vous avez vu, c'est ça. Forcément. Certes, vous avez vu des variables, vous avez vu des... Alors éventuellement, certains auraient pu se dire, moi, encore plus sympa, je vais stocker OK dans une variable. Vous voyez, je vais me servir des variables, et comme ça, je n'ai plus qu'à faire ça. D'accord. Et après, hop, voilà. Comme ça, on utilise une variable, c'est plus dynamique, et comme ça, si un jour, dans mon programme, d'un seul coup, le mot devient salut, et ben ça va se répercuter partout. Encore une fois, on montre l'utilité des variables en programmation. Vous voyez, très efficace pour répercuter un changement sur tout un code en un seul endroit. Plus pratique, parce que si on met des valeurs en dur, rappelez-vous, on doit du coup éditer chaque endroit où on a mis une valeur en dur. Donc là, voilà, là, si vous faites ça, c'est un point de plus là sur la copie, c'est vraiment pas mal. Donc en tout cas, ça ne résout pas le problème de cette répétition. Ici, donc on n'a peut-être pas répété effectivement la valeur présente en dur, mais on répète quand même un certain nombre d'instructions. Alors ce code fonctionne, d'accord, il n'y a pas de problème, ça, aucun souci là-dessus. Si je fais un .NET Run pour exécuter, on va compiler et exécuter mon programme, on répète les instructions, ça fonctionne. Vous avez rempli les consignes de l'exercice, mais ce n'est pas très performant, d'accord, au niveau programmation, et surtout ce n'est pas une très bonne habitude à avoir. La règle d'or, que je dis encore une fois dans mes autres formations, normal, je vais pas changer mes conseils d'un langage à l'autre, ça s'applique partout, c'est que la répétition de code doit généralement vous faire réagir et vous dire, si je commence à répéter du code, il y a certainement des choses à faire. Là, on a clairement des instructions qui se répètent, en l'occurrence une seule, parce que vous ne pouvez pas faire grand chose de plus. Est-ce que je peux pas factoriser ça pour n'avoir en fait qu'une seule fois à indiquer cette information? On a quand même un outil informatique, on doit pouvoir faire ça. La machine est sûrement capable, comme la machine est capable de manipuler des nombres, de compter, de faire des additions, voilà, elle sait pas faire des choses très complexes finalement, c'est nous qui lui permettons de faire des choses beaucoup plus complexes, mais au départ elle sait vraiment faire que des choses très élémentaires. Pour autant, s'il faut compter, s'il faut calculer, s'il faut manipuler le temps, etc., comme tout est nombre à ce niveau-là, elle sait très très bien faire, même mieux que nous, et on va du coup se servir de ça pour utiliser justement le plein potentiel d'un langage de programmation. Pour cela, nous allons utiliser le mot-clé while qui va permettre de créer notre premier exemple de boucle qui veut dire tant que. Voilà, la traduction de while, c'est tant que quelque chose se passe. Quelque chose est vrai, ça se mettra comme pour un if, comme pour une condition, entre parenthèses. On va ouvrir ici cette accolade même s'il n'y a qu'une seule instruction. Encore une fois, si vous n'avez qu'une seule instruction dans une structure conditionnelle ou une boucle, ça fonctionne aussi. Les accolades sont facultatives.
dans tous les cas, surtout si vous débutez, je vous recommande de les mettre toujours dans tous les cas pour être sûr de ne pas les oublier. Là déjà, vous voyez, je vire la répétition de code, c'est déjà pas mal. Mais tant que quoi? Tant que quoi? C'est-à-dire que je veux répéter ça, mais on avait dit 5 fois. Eh bien, il faudrait qu'on ait quelque chose ici qui dit tant que, bah en fait, on a quelque chose qui n'est pas arrivé à 5. Et qu'est-ce qui nous permet de compter? Eh bien, nous pouvons faire un compteur. Et qu'est-ce qu'on a utilisé, qu'est-ce qu'on a abordé en programmation, le peu qu'on a vu en tout cas en programmation à ce niveau, au niveau de cette séance-là, eh bien les variables. Les variables permettent de mémoriser une information, et ça tombe bien. Si on mémorise un nombre qui sert de compteur et que l'on peut incrémenter, puisque nous avons vu des opérateurs d'incrémentation, rappelez-vous, on sait faire ce genre de choses, bah c'est bon, on a tous les outils pour faire ça. Alors comment ça fonctionne? Bah, on crée une variable. Alors généralement pour les noms de variables, comme je vous l'avais dit, il faut des noms explicites, d'accord? Logiquement, il faut auto-documenter votre code un maximum, avec rien que le nom des variables, des méthodes, des classes, etc., pour que ce soit explicite. Par exemple, bon là c'est parce que c'est le nom de la classe qui est généré automatiquement et qu'on n'a pas encore parlé plus exactement des classes, des attributs, etc. Mais ça, plus tard, vous verrez qu'on le changera, d'accord? Ça, c'est juste pas possible plus tard. Là, c'est le nom générique, mais ça veut rien dire. Classe programme, c'est bien, oui, mais programme de quoi? Vous voyez, c'est absolument pas clair. Main, bon ça en obligatoire, c'est le nom obligatoire. Donc là, exception, pour tout ce qui est variable dite de compteur, c'est qui va permettre de compter quelque chose à utiliser généralement dans une boucle, vous pouvez utiliser une simple lettre. Et par convention, c'est-à-dire que beaucoup de développeurs sont accordés comme ça, c'est historique en fait, c'est une habitude, on choisit la lettre I. I, quand on voit un I dans un code en programmation, on sait, voilà, par habitude que c'est un compteur. Si vous avez besoin un jour d'un deuxième compteur, bah vous mettrez J. Un autre, K, etc. On part généralement de I, on en met plein. Vous pouvez mettre A, B, C aussi, il n'y a aucun problème, c'est vous qui voyez. Mais par convention, on commence par I, et généralement on met le reste ensuite. J, K, L, et généralement on n'a quand même pas besoin de 15 millions de compteurs dans un programme. Mais sait-on jamais. Donc on fait ceci, int I, et même mieux, int I égale 0. Et là je lui dis quoi? Bah simplement ça. Tant que I est plus petit que 5. Alors d'ailleurs, on va faire ça. J'ai tout attaché, bravo. Décidément, on va y arriver. Oula, alors oui, c'est normal, je vous l'ai montré, mais j'avais pas pensé à le quitter. Comme vous le voyez à l'exécution, nous avons le OK qui se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vous est arrivé, ou qui vous arrivera, et qui vous arrivera encore. Je voulais vous le montrer. Tout simplement, si on reprend le code, c'est du bon sens, c'est parfaitement logique. On a initialisé un compteur, donc ici une variable i à 0. On lui dit que tant que i restera et plus petit, c'est-à-dire que tant que ça, cette expression i plus petit strictement inférieur à 5 est vrai, ce qui est le cas, c'est égal à 0, tu affiches le contenu de Word, c'est-à-dire OK. Donc le code, il le fait. Qu'est-ce qui se passe? On entre ici, on fait ce test, d'accord? On fait ce test-là. Si c'est vrai, on effectue ce qu'on appelle dans les boucles une itération. Une itération, en fait, c'est un tour de boucle. C'est pour dire, voilà, bah, on exécute les instructions d'une boucle. Généralement, une boucle, elle va exécuter un certain nombre de fois. Une boucle peut exécuter les instructions qu'une seule fois. On peut très bien un jour avoir un scénario où, eh bien, en fait, le cas là va être validé qu'une seule fois et après terminé. Et du coup, la boucle, elle aura fait le test, elle aura fait ses instructions qu'une seule fois. Ça peut arriver. C'est pas parce qu'on parle de boucle qu'il y a forcément plusieurs itérations, donc plusieurs exécutions des instructions de la boucle. Attention, alors on peut avoir une boucle avec une seule itération. Mais on retrouve quand même de manière générale plusieurs itérations possibles. Donc là, on a un test qui est fait, pas de problème, on effectue une première itération. Ça demande qu'est-ce qu'il y a dans cette itération, il faut afficher, ok, pas de problème. Ensuite, on arrive à la fin de la boucle, et ce qui se passe, on revient à son test. C'est comme ça que fonctionne une boucle. Vous voyez, c'est pas une simple condition où après on continue la suite du code. Non, non, une boucle, on revient au test. Est-ce que i est toujours strictement inférieur à 5? Bah oui, regardez, il est à 0. On n'a rien changé de i. Donc, on refait une deuxième itération et on affiche OK. On revient au test, est-ce qu'il est toujours inférieur à 5? Oui. On obtient ce qu'on appelle une boucle infinie, tout simplement parce que dans ce code-là, bah, i sera toujours égal à 0. Jamais on change sa valeur. Donc on a une boucle infinie. Du coup, et ça on l'a vu sur la vidéo sur les opérateurs, on peut tout simplement incrémenter à chaque itération, à chaque tour de boucle, la variable i de 1. C'est pour ça qu'il existe cet opérateur en certains langages, qui est l'opérateur en fait unaire pour faire de l'incrémentation ou décrémentation de 1. Parce que pour les compteurs, comme je vous l'avais dit précédemment, on a généralement besoin d'incrémenter ou décrémenter de 1. Donc on a raccourci parce que c'était trop long de faire tout le temps cela en fait, de faire ça. Les développeurs trouvaient ça trop long à écrire, donc évidemment on a fini par inventer cette syntaxe pour en écrire le moins possible. Et ça, évidemment, c'est très utilisé et c'est à utiliser, ça fait gagner beaucoup de temps. Là, pas de problème, évidemment.
Comme j'ai un cas d'arrêt, ok, vous voyez que là il est bien affiché 5 fois. Alors pourquoi 5 fois? Parce qu'il y en a qui vont se dire c'est bizarre ce que tu dis tant qu'il est strictement inférieur à 5. Oui, parce qu'il commence à 0. En informatique, vous verrez que beaucoup d'indices, c'est-à-dire d'éléments indicateurs d'une structure, comme on le verra plus tard, commencent à 0. Par exemple, le premier élément d'une structure ne commence pas à 1, il commence à 0. En informatique, c'est un cas qu'on retrouve, donc c'est pour ça que prenez l'habitude aussi, si vous le pouvez, hein, si vous préférez, de commencer vos compteurs à 0. Alors, généralement, sauf pour des cas spécifiques, mais au moins, vous ne serez pas trop, on va dire, perdu avec le fonctionnement des langages de programmation de manière générale. Et comme c'est ici strictement, pas de souci. En gros, cette boucle ne va plus être exécutée, on n'aura plus d'itération, quand i va être égal à 5. Donc pas de problème. Premier coup, i est égal à 0, on valide. On incrémente de 1. I est égal à 1, c'est bon. On refait. I est égal à 2, 3, 4. Quand il est égal à 5, il n'est plus strictement inférieur à 5, donc on arrête. C'est pour ça qu'on a bien effectivement 5 itérations de fait, 5 affichages, puisqu'on a commencé i à 0. Si on avait commencé i à 1, naturellement, vous l'avez compris, on n'aura pas autant d'itérations. On n'en aura que 4, forcément. Voilà. Si vous par contre faites ça, bah, vous devez faire ça. Tout simplement. Voilà. Si vraiment vous voulez absolument commencer votre compteur à 1, bah, il faut être un peu moins strict sur la comparaison effectuée ici. Donc il faut mettre le égal en plus. Là, si on enregistre bien son fichier, décidément, je sais pas pourquoi je fais ça, on aura effectivement le bon nombre d'itérations qui est effectué. Donc à vous de voir, c'est vous qui voyez, mais c'est vrai que par habitude, plus souvent, on fera ça. On commence à 0 et du coup on utilise simplement strictement, ou alors vous mettez différent. Hein. Voilà, vous voyez, mais à vous de voir. Ça c'est plus sûr, au moins on est sûr de ne pas se tromper. On fait ce genre de choses. Très simple, d'accord? La boucle est simple. On effectue ce genre d'itération, pas de problème, tout est clair. Ça, du coup, c'est ce qu'on va appeler en fait le point d'arrêt. Le point d'arrêt, bah, c'est le cas qui dit quand la boucle va s'arrêter. En gros, le i inférieur à 5, c'est-à-dire que c'est tant que ça est vrai, on va le faire. Donc le point d'arrêt, en fait, hein, on va être clair, au final, bah, c'est i supérieur ou égal à 5. D'accord? C'est l'inverse, en fait, c'est la négation de la condition que vous vérifiez, votre point d'arrêt. Ce qui veut dire ça. D'ailleurs, on pourrait même à un moment donné, alors non, parce qu'on ne rentrera pas dans la boucle là, donc c'est pas grave, on le montrera dans un autre cas. Mais en gros, voilà. Si i plus petit que 5, c'est la condition à vérifier pour exécuter la boucle, son point d'arrêt, bah, c'est l'inverse en fait. C'est du coup ce qui est l'inverse de ce qu'on doit vérifier. Donc i plus grand ou égal à 5. Pas de problème là-dessus. Voilà pour un cas. Donc là, si dès le début, admettons, ça va être important pour la prochaine syntaxe qu'on va voir juste après, si dès le début j'ai ça, pareil, hein, sans surprise, j'espère que vous comprenez la logique, il n'y aura pas d'exécution de la boucle. Logique. I est déjà égal à 5. On fait le premier test, est-ce qu'il est plus petit strictement que 5? Bah non, il est déjà égal à 5, donc jamais on effectuera d'itération. Donc là, cette boucle aura 0 itération d'exécuter par rapport aux conditions là du programme. Donc on peut aussi avoir 0 si dès le début le cas n'est pas bon. Maintenant, si à un moment donné, ça peut être très sympa, par exemple pour le menu d'un programme ou autre, on a besoin d'afficher, ou en tout cas d'exécuter au minimum une itération, d'accord? Le strict minimal. On veut au moins une itération à effectuer, parce qu'on est sûr que voilà, elle doit être validée, et ensuite seulement on effectue le test du while. Vous avez une syntaxe inversée, c'est-à-dire qui dit en fait, tu exécutes le contenu de la boucle une fois, et ensuite on fait le test. Et si le test est bon, et ben on va réexécuter de nouvelles itérations. Mais ça garantit qu'il y a au moins une itération de fait. Là, vous êtes rendu compte en pratique qu'on peut avoir 0 itération d'effectuer dès le départ. Si on veut éviter ça, ou dans un cas où on a besoin d'avoir au moins une itération, on crée une boucle inversée. En gros, le while est à la fin, alors attention, ne faites pas forcément comme ça, comprenez bien la logique, mais on met un do, des accolades, donc do ça veut dire tu fais, ce qui est ici, donc là vous voyez il n'y a pas de test à faire, donc forcément là le programme va arriver là, il va faire le contenu, et après il fait le while. Et là attention, comme c'est une boucle do while, on n'oublie pas le point virgule à la fin ici. Si vous l'oubliez, vous aurez une erreur à la compilation. Voilà, il n'y a pas de point virgule, vous avez vu, hein, quand on fait des if, d'accord, on met pas de point virgule après, d'accord, ni à la fin des accolades, quand il y a des else if, else non plus, et quand on fait un simple while comme ça, ici, pas de point virgule à la fin comme ça, d'accord, et pas de point virgule ici. Faites attention parce que ça je le vois des fois dans les messages qu'on me laisse sur internet, sur YouTube, tout ça, dans les commentaires, c'est des erreurs que vous avez parce que vous mettez des points virgules là où il faut pas. Donc attention, pas vous tromper. On le met seulement ici pour un do while, et à la fin du while, très important. Donc ça garantit, et vous allez le voir de toute façon au test, hein, que la boucle est exécutée au moins une fois. Vous voyez, on a au moins une fois OK, et après de toute façon, comme i est déjà égal à 5, cette condition n'est plus satisfaite, donc on ne relance plus une nouvelle itération. On n'exécute plus une nouvelle itération de la boucle, et le programme s'arrête. Parfaitement logique. Voilà deux syntaxes. Le while, tout simple, le do while, qui permet d'avoir
garantir en tout cas au moins un seul tour de boucle, d'accord, une seule itération. On a également, parce que ça c'est important, possibilité d'utiliser les fameux mots-clés qu'on avait vus. On avait vu le mot-clé break qui permettait, rappelez-vous, de sortir du switch, comme on avait vu dans la vidéo précédente. Dans une boucle, on peut aussi le faire. Par exemple, on va reprendre du coup le cas inverse. Je vais mettre 0 en fait, non pas 50, ça va être compliqué. On va reprendre un while, et on va dire tant que oui, i plus petit que 10, là ici. On veut qu'il affiche toujours Word, ça n'a pas de problème, mais on va rajouter un test, ici. Je vais dire par exemple si i est égal à 6, pour je sais quelle raison, alors là évidemment c'est pas un cas très concret, d'accord, ça veut pas dire grand chose ce test, mais plus tard quand vous ferez des vrais programmes, vous aurez des cas concrets, vous pourrez éventuellement faire ça. On peut dire bah là je veux sortir de cette boucle. C'est-à-dire je sais pas pourquoi, je vais incrémenter, alors d'ailleurs on n'oublie pas, bon, je vais l'incrémenter à la fin, attendez. Hop, ici, toujours à la fin de l'itération, c'est plus sûr. Voilà. Et pour dire, on affiche la valeur, mais si à un moment donné le i est égal à 6, je veux sortir de la boucle, c'est-à-dire je vais arrêter les itérations de la boucle. Donc là en fait ce qui va se passer, on sort de la boucle et on continue le programme. D'accord? Ça va véritablement interrompre, hein. Ça ne veut pas dire qu'on refait, on quitte le reste de la boucle pour faire une nouvelle itération. Non, c'est vraiment qu'on interrompt la boucle. Terminé. Au revoir, nada, il n'y a plus rien. Ça, c'est important. Donc là, bon, c'est un cas évidemment pas très, c'est pas très utile, hein, pour être honnête. En pratique, là, c'est un programme qui n'est pas forcément utile là tout de suite. J'ai oublié quelque chose, oui, le petit point virgule, bien sûr. Pas attentif, hein, sur cette vidéo, décidément. On fait des bêtises. Hop. Donc on fait ça. Et là, voilà. Du coup, là, on l'a pas affiché 10 fois, bah on l'aura affiché que 6 fois. Ok. On l'a même affiché d'ailleurs 7 fois, puisque on a le... Comment dire, comme j'ai mis le i++ ici, forcément, on aura cette partie-là qui est faite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Pourquoi d'ailleurs j'ai... Oui, c'est parce que c'est 0, voilà, c'est pour ça. Je me disais pourquoi on a 7 fois, parce qu'on commence à 0. Donc là, ici, i à un moment donné est égal à 6. Hein. Arrive à un moment donné, comme on incrémente à chaque fois i de 1, bah on arrive à une itération où i effectivement est bien égal à 6. Il est passé par là parce que 6 reste toujours inférieur strictement à 10. Mais comme c'est égal à 6, qu'on avait mis une condition à l'intérieur de notre boucle, on interrompt cette boucle, terminé. Et du coup, vous voyez, on a arrêté, en fait, on a véritablement interrompu toutes les itérations qu'aurait dû normalement faire la boucle par rapport au test initial. Voilà, donc ça c'est un mot-clé qui est important. A l'inverse, comme je vous l'ai dit, si on ne veut pas interrompre une boucle, mais la reprendre directement, c'est-à-dire on relance une nouvelle itération tout de suite, sans faire la suite en fait des instructions, on utilise le mot-clé continue. Et là, regardez le comportement que ça va avoir. Alors, oui, forcément. Ah, ici. Alors par contre, j'ai fait quoi? 6 et 7. 8 par contre. 0, 10. 6 c'est bon, voilà, donc une nouvelle itération. Donc on va, dans le cas où il est égal à 6, réexécuter une nouvelle itération. Ok, et continuer le programme. Ah par contre, il ne faudra pas le refaire, non. Ah oui, mais par contre, ça va pas ce que je fais. Il faut que je mette là. Sinon. On va faire ça comme ça. On va juste inverser, hein, d'accord, pour que ce soit plus... Voilà. Sinon, avec la boucle infinie, ça va pas être pratique. Pourquoi il y avait une boucle infinie? Parce que je faisais mon itération avant. Donc évidemment, on n'avait pas en fait l'itération qui était faite. En gros, là, on incrémente à chaque fois. Et en gros, si c'était égal à 6, on continue. Donc par exemple, je sais pas, je pourrais faire ça. On va mettre okidoki. Petite référence, hein, certains reconnaîtront peut-être. Hop, on exécute. J'ai oublié encore quelque chose. Non mais décidément, les points virgules aujourd'hui, j'ai pas envie de les mettre. Hein. Ils sont en vacances. Hein. Je sais pas. Bon, moi je fais cette vidéo, ça, on approche des fêtes de Noël. Voilà. Donc là, regardons ce qui se passe. Regardez. Oki, on s'attendrait à voir ça. Vous voyez, on fait ça, ça. On affiche Oki, et ensuite on affiche Doki, logiquement. Donc là, on a Okidoki, 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 Oki, Oki. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, on n'a pas eu le temps d'exécuter ce Doki à ce moment-là, puisque c'est l'itération où i était égal à 6. Donc comme il était égal à 6, on a demandé de faire un continu, donc relancer une nouvelle itération. Donc on n'a pas pu exécuter la suite de la boucle, donc on a loupé en fait une partie des instructions, c'est parfaitement normal. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire cet exemple-là, pour vous voyez un petit peu l'utilité. Alors ça peut avoir de l'utilité, hein. Faut pas penser que ça ne sert à rien, sinon ça n'aurait pas été inventé en programmation. C'est très utile, mais c'est vrai qu'à ce stade où vous en êtes de la programmation, je peux pas vous montrer des exemples très probants. Alors pareil, à quoi ça sert très rapidement les boucles? Ça va aller voir, parce que là, bon, on répète certains nombres d'instructions, mais il n'y a quand même pas que ça comme utilité. Aussi, c'est que ça, c'est vrai que c'est quand même assez restreint au niveau possibilité.
Alors nous, on peut faire pas mal d'autres choses. Là déjà, vous êtes rendu compte qu'au niveau du while, on devait indiquer l'incrémentation, etc. D'ailleurs, si on l'oublie, vous avez vu aussi très vite qu'on obtient une boucle infinie, donc c'est pas forcément très pratique. Du coup, il faut prendre pas mal de choses en compte. On peut, via une syntaxe plus, on va dire, pratique, mettre toutes les informations en une. Là par exemple, au lieu d'avoir à faire mon initialisation de variable, et le test ici, et l'incrémentation un peu plus tard, vous voyez, on a 3 informations très importantes pour cette boucle, je vais pouvoir toutes les rassembler en un seul endroit. Donc j'enlève tout ça, hop, je fais juste ça. Je déclare une variable i de type int, et je vais utiliser une autre syntaxe, c'est la 3e sur les 4 que je voulais montrer dans cette séance, qui est la boucle for. C'est pareil, on la retrouve dans quasiment tous les langages de programmation, pas tous, attention, mais quasiment tous. Et en gros, voilà comment que ça se passe. Elle va se composer en 3 étapes, séparées par des points-virgules. La première étape, c'est l'initialisation. Alors l'initialisation, vous pouvez même déclarer une variable à cet endroit. C'est-à-dire que là, je pouvais directement faire le int i là-dedans, si je veux. Mais pareil, si vous avez peur que ça rende votre code trop lisible, ne le faites pas. Mais si vous avez besoin, par exemple, d'une boucle for, en tout cas d'un compteur qui n'est utilisable que pour votre boucle for, autant créer cette variable ici. Qu'elle existe en fait que pour le for et pas pour le reste, puisqu'elle n'est utile que pour lui. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais en gros, je fais l'initialisation là, donc c'est-à-dire i égale 0. Le point-virgule pour séparer. La deuxième partie de cette boucle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le test à faire, la condition. C'est-à-dire i plus petit que 10, point-virgule. Et la troisième chose, vous le savez aussi, puisqu'on l'a mis dans le while, c'est l'incrémentation ou la décrémentation à faire. Donc logiquement, i++, ou ++i si vous voulez accélérer, voilà, que ce soit un petit peu plus performant, d'accord. On peut faire aussi une pré-incrémentation. Et là, console.writeLine, c'est exactement le même principe que le while, sauf qu'on a tout qui est rassemblé ici en une seule ligne. Plus pratique, voilà. L'initialisation, le test et l'itération. D'accord, 3 informations, on a tout ici, et ça fonctionne sans problème. Alors par contre, Word est assigné. Oui, parce que j'utilise pas Word. Oh là là là. Vous voyez, non mais je suis... incroyable ça. Peut-être là, on dirait que c'est la fatigue. Voilà. D'accord, ça fonctionne, aucun problème. C'est plus raccourci comme syntaxe, et là, vous voyez, pas besoin de mettre l'itération dans la boucle. Elle est présente ici, donc la mettez pas. N'écrivez pas un... ne faites pas un, comment dire, un ++i là, ou un i++, parce que en fait, vous allez faire du coup une double incrémentation. Là, vous allez en fait augmenter déjà i de 1 et encore i de 1 dedans. Donc ça fonctionnera. Bon, déjà, vous risquez d'avoir des petits problèmes, attention. Mais voilà, pas de problème. C'est juste que du coup, ça va avancer 2 fois plus vite parce qu'au lieu de, à chaque itération, avoir augmenté i de 1, il aura augmenté de 2. Donc c'est comme si vous aviez fait ici i en fait plus égal 2. Ou i égale, voilà. Bref. Vous aviez incrémenté de 2, on va pas trop vous compliquer la tâche, sinon ça va vous embrouiller inutilement. Donc le for, ça permet de gagner un peu de temps, et c'est bien évidemment beaucoup plus utilisé. Dans certains cas, voilà, on utilisera quand même plus souvent le for que la boucle while. Je dis pas que la boucle while ou do while est inutile, parce que la boucle do while est quand même très utile dans pas mal de cas, le while aussi, mais c'est vrai que quand on veut pas trop oublier les informations et avoir tout sur une même ligne, si on trouve ça suffisamment lisible, on peut utiliser la boucle for. Après, si vous, personnellement, vous trouvez que c'est pas très lisible, vous avez peur de vous tromper, il n'y a aucun problème, encore une fois, d'utiliser une boucle while. Aucun souci. Voilà. Moi, autant je peux vous donner plein de conseils sur en programmation, sur l'autodocumentation du code, sur le fait de bien réfléchir à ce qu'on fait, de pas forcément tout apprendre par cœur. Après, j'irai pas vous dire forcément absolument utiliser plutôt ce type de syntaxe qu'une autre. C'est vous, le programmeur, c'est à vous de voir si pour vous c'est lisible, pour vous c'est compréhensible. N'oubliez pas que déjà, si un code est facile à comprendre pour vous, vous avez fait déjà une bonne partie du travail. Si vous faites un code en essayant d'avoir les syntaxes les plus exotiques possibles, mais qu'à la fin vous ne comprenez plus rien, ou que passé 3 mois, vous revenez sur votre code et vous ne comprenez plus votre code, il y a un problème et c'est assez dérangeant et vous allez perdre du temps en plus, à devoir réapprendre ou recomprendre le code que vous aviez écrit. Donc vous voyez quand même pas mal la facilité, aussi ça a son importance en programmation. C'est cette partie-là. En dernière partie, donc là pour le coup, c'est ce que je voulais dire aussi, j'ai pas forcément des exemples, parce qu'on n'a pas encore vu beaucoup de choses en programmation C# pour vous montrer des cas plus efficaces d'utilisation, mais la dernière syntaxe c'est la boucle for each. For each, c'est autre chose. For each, en fait, elle va prendre une donnée, pour expliquer, elle va dire pour chaque partie que l'on veut extraire temporairement de cette donnée, on va pouvoir effectuer un certain nombre d'instructions. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors on n'a pas encore vu par exemple à faire des tableaux, des listes, stocker des informations dans des structures un peu plus complexes, ou faire notre propre structure, mais on en a une qui fonctionne très bien et que vous connaissez, c'est la chaîne de caractères. La chaîne de caractères, comme son nom l'indique, c'est une chaîne composée de caractères, plusieurs. Donc par exemple, si je mets, comme on l'avait déjà vu, un prénom, n'importe quoi, une chaîne,
je peux parcourir cette chaîne. C'est-à-dire qu'une boucle for, en plus de servir à répéter des instructions un certain nombre de fois, elle permet, parce qu'on l'a vu via des compteurs, de parcourir une structure, d'accord, de parcourir une donnée qui peut être itérée en fait, ce qu'on appelle, vous verrez plus tard quand on abordera plus en détail la programmation objet, les interfaces, tout ça, une iterable, d'accord, c'est simplement un élément qui peut être itéré, qui est itérable. Pour cela, on écrit cette syntaxe, for each to attaché, on indique ici une donnée, une variable temporaire qui va permettre d'être récupérée. Une string, donc c'est de type string, d'accord, une chaîne de caractères, mais chacun de ces caractères ici, de la chaîne pris 1 à 1, est de type char. Donc ça c'est important, sinon vous aurez un problème de compilation. Alors pas chat, pas pourquoi je mets un chat. Et ici je peux mettre par exemple letter. Char letter, in pour dire dans quoi? Bah dans name. Voilà. Et là on a toute l'information. Alors pareil, je mets les accolades, c'est mieux. Ça c'est le cas d'arrêt. En gros, bah, quand on arrivera à la fin du parcours de la donnée qui est ici, bien, la boucle s'arrêtera. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de faire d'itération ou autre. Ici, c'est la condition d'arrêt, c'est ce qui est mis là, après le in. Et ça, c'est une variable temporaire, c'est-à-dire qu'elle n'existera qu'ici, et elle est en lecture seule. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça par exemple, vous allez pouvoir lire l'information qui est là, mais pas la modifier. On va pas pouvoir commencer à affecter autre chose à letter, ça ne fonctionnera pas. C'est en lecture seule, en read-only, comme on dit en C#, ce qui est un terme explicite pour parler de valeur lecture seule. C'est un mot-clé d'ailleurs qu'on utilisera en programmation un peu plus tard, qu'on n'a pas forcément abordé avant, parce qu'on ne peut pas tout montrer tout de suite, pour pas trop en faire, mais on l'abordera un peu plus tard. Donc ici, du coup, qu'est-ce que je fais? Bah simplement, hein, je veux dire, maintenant on sait comment ça fonctionne, vous savez afficher de l'information, on affiche la fameuse lettre. .NET Run, et voilà. Vous voyez, donc c'est normal que ça passe à la ligne, hein, rappelez-vous, write line fait un retour à la ligne après, sinon on utilise simplement write si vous voulez tout à la suite, à vous de voir. Donc on traite cette séquence, que c'est une séquence en fait d'une chaîne de caractères, avec chaque élément un à un. Si on avait une liste, hein, imaginez une liste de courses, eh bien on pourrait dire, alors on va imaginer un exemple, je ne vais pas marquer du vrai code parce que ça pourra vous embrouiller pour ce qu'on verra véritablement en tant que code plus tard, mais imaginez une liste, voilà, mes courses, c'est un peu bizarre comme truc, et puis on aurait plein de choses, hein, je sais pas moi, je vais essayer de mettre on va mettre cette syntaxe là, du buff, enfin ouais, n'importe quoi comme ça, je mets un point virgule mais on n'est pas, enfin, non, on ne va pas mettre de la syntaxe sinon ça va vous embrouiller, et on pourrait dire, bah en fait, pour chaque, alors là pour le coup ce serait par exemple string, chaque article, mettons, in, bah mes courses. Bon, je mets des termes français, c'est parce que c'est pas vraiment du code en réalité, hein. Voilà, et du coup, bah, on afficherait chaque article. Voilà. Encore une fois, on ne peut pas modifier. On peut s'en servir dans un calcul, on peut faire ce qu'on veut, mais si vous cherchez à modifier la valeur de ce qu'il y a dans cette variable temporaire, ça ne fonctionnera pas, c'est en lecture seule. Et ça, vous avez compris, cette variable, elle change à chaque itération. D'accord? C'est-à-dire qu'au début, dans article, on va mémoriser ça, le premier élément. Ensuite, deuxième itération, bah, le deuxième élément. Troisième itération, troisième. On arrive à la fin de la séquence, donc la boucle s'arrête, c'est le point d'arrêt. Ok, donc ça, voilà. Donc pour le moment, je vous l'ai montré sur une chaîne de caractères parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Donc si on le fait évidemment, bah, là-dessus, bah, c'est évidemment... Voilà, on peut même faire ça. Alors car attention parce que c'est une caractère. Évidemment, ça fonctionnera aussi. Pas de problème là-dessus. Donc ça, c'est une boucle très pratique qui nous servira pour parcourir des structures. Par exemple, on peut imaginer un fichier. Pour dire, bah, pour chaque ligne dans le fichier, tu affiches la ligne de texte du fichier. Et ça affichera du coup tout le fichier. On peut imaginer ce genre de choses. C'est des cas d'application qu'on verra un petit peu plus tard sur le cours. Pas maintenant, parce qu'il vous manque bien évidemment beaucoup de théories encore et beaucoup de notions abordées avant d'en arriver là, mais ça fera partie des choses que nous verrons, ne vous en faites pas. On va pouvoir s'arrêter là, tout simplement. Donc, vous voyez, il n'y avait pas énormément de choses à voir, en tout cas, contrairement aux conditions et aux opérateurs surtout, qui étaient... il y avait plein d'éléments à voir. Là, vous avez quatre syntaxes à retenir qui sont importantes à connaître en C#. Donc, il faut faire l'effort de bien les connaître, d'apprendre à les utiliser. Le for each, pour le moment, si vous vous en servez pas trop, même quand vous faites vous exercez à côté sur des petits exercices, tout ça, c'était pas grave, d'accord? On aura vraiment plus de cas pour l'utiliser plus tard, mais au moins essayez de voir comment utiliser le while, le do while et la boucle for, c'est un minimum pour la suite, en tout cas des vidéos. Le for each, de toute façon, on va largement revenir dessus, on va largement l'utiliser par la suite, donc pas de problème là-dessus, on aura bien de quoi le mettre en pratique dans les vidéos à venir.
Je vous dis à bientôt en tout cas pour la suite de ces vidéos. J'espère que ça vous a plu. S'il y a de moindres questions, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à vous abonner à la chaîne, les notifications, parce que ça permet quand même de suivre un peu les différents contenus publiés régulièrement sur la chaîne, à liker, à partager sur les réseaux si vous en utilisez. Voilà, faites savoir un petit peu tout ça, faites connaître au monde entier, aux animaux du monde entier, voilà, qui voudraient se mettre à la programmation, sait-on jamais, peut-être que votre chat, voilà, vient squatter le PC ou le clavier de votre téléphone, si vous avez encore un vieux téléphone. N'hésitez pas à partager ça à un maximum de monde. Merci à tous, merci de votre fidélité. À bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles séances de programmation en tout cas en C#. Ciao tout le monde.